Est-ce qu'il est indiqué pour un chef d'État étranger, fût-il celui de la France, de pouvoir convoquer à lui seul des acteurs de la société civile dans son pays pour échanger directement avec eux et non ensemble avec les dirigeants des pays en question, ou tout au moins faire lui-même une tournée africaine visant à rencontrer les organisations de la société civile. Ça, c'est pour ce qui concerne la question du format. Certainement, je suis convaincu que cela n'est pas dans le sens d'arranger, en tout cas, les relations déjà délétères entre le président français Macron et bien d'autres chefs d'État africains qui sont à l'heure actuelle en conflit plus ou moins ouvert avec la France. Parce que il faut s'interroger sur quelle serait l'issue de la rencontre en question et quelle suite pourrait-on donner à des engagements que les uns et les autres pourraient prendre à cette occasion-là. Ou alors, il était question pour lui juste de prospecter un peu pour voir le mental ou les niveaux de réflexion de citoyens donc ordinaires de ces différents pays-là pour encore mieux adapter leur politique de domination. Parce qu'aujourd'hui, il y a des questions essentielles qui sont posées, qui sont liées par exemple au devenir du franc CFA, qui sont liés à la dépendance de la BCEAO vis-à-vis du Trésor français, qui sont liés à cette réserve que sont obligées de constituer les banques africaines vis-à-vis du Trésor français. Est-ce qu'on va continuer encore à produire notre monnaie en France au lieu d'évoluer plutôt vers une monnaie africaine, quel que soit d'ailleurs son nom, et de créer et de renforcer la zone de libre-échange continentale pour les besoins du commerce et des échanges en Afrique. Voilà les questions essentielles, d'une part du point de vue économique et de l'autre du point de vue sécuritaire, et tout ce qui concerne les questions de défense, c'est cette épineuse question de présence affirmée des troupes françaises au Mali, au Tchad, en Côte d'Ivoire, donc qui perdurent. Pour ce qui concerne le Mali, tout le monde aujourd'hui s'accorde à dire qu'on ne peut pas comprendre que l'ensemble de ces forces-là, constituées d'environ 30 000 hommes, que ce soit de G5 Sahel, de MINUSMA, de Barkhane et de l'armée malienne elle-même et de l'armée nigérienne qui soutiennent cela, plus de 30 000 hommes, ne parviennent pas en 6 ans durant en finir avec une question qui est entretenue à peine par 2000 hommes dans ce conflit-là. Ce qui a amené d'ailleurs le gouvernement du Mali, comme vous le savez, à vouloir signer des accords avec des sociétés privées pour venir soutenir ces efforts de sécurisation du pays, avec également des appuis, notamment en matériel militaire, donc venant de la Russie. Mais ce que les gens oublient, c'est que la Russie a une relation assez soutenue avec ces pays-là depuis le temps de Modibo Keïta, depuis le temps de l'URSS. Donc c'est la survivance de cette relation-là qui a amené le gouvernement malien, qui bénéficie d'ailleurs de beaucoup de bourses, y compris militaires, donc de la part de la Russie, à pouvoir réactiver cette coopération-là pour voir si, par exemple, de ce côté-là, il peut trouver la solution à son problème sécuritaire, notamment en ce qui concerne l'accès à certaines parties du territoire où les autorités nationales du pays sont souvent obligées de payer des rançons pour y accéder. C'est le cas de toute la partie nord, parce qu'on a comme l'impression que nous, en tant qu'État, nous n'avons pas encore la solution ou les solutions à nos propres problèmes. Il faut que toujours ça soit la métropole qui les initie et qui les mette en place à notre nom. Et c'est pour cela que beaucoup d'organisations de la société civile, comme les nôtres, estiment que cette rencontre est inopportune. Et tant en ce qui concerne son format qu'en ce qui concerne l'issue qui en résulterait. Puisque en vérité, ce que nous voulons, c'est une affirmation concrète de l'engagement de l'État français à vouloir désormais coopérer dans la dignité, l'égalité, le respect mutuel et entre
lui et nos États, de manière à ce que nos intérêts ne soient plus bafoués et que nos gouvernements ne soient plus infantilisés, auxquels on impose presque tout. Et que désormais, ils cessent de vouloir trop gêner nos processus électoraux, de vouloir trop s'infiltrer dans nos politiques nationales, parce que tout simplement, on peut analyser cela comme étant de l'ingérence, de sorte qu'ils ont toujours cette propension à vouloir téléguider nos dirigeants pour imposer leurs intérêts. Donc ça, c'est des évidences que les observateurs politiques voient de manière concrète. Tout le monde a vu au moment de l'investiture dans notre pays ici combien M. Le Drian a fait des va-et-vient entre le président sortant et le président entrant. Et regardez aux États-Unis d'Amérique, par exemple, à 6 mois d'élection dans votre pays, ils ne vous acceptent même pas comme un officiel en visite dans leur pays. Parce que vous recevoir supposerait une prise de position dans la politique intérieure de votre pays. Ça, c'est des principes d'éthique en matière politique. Mais aujourd'hui, nous avons comme l'impression que nos dirigeants sont obligés de se plier à la volonté de cette métropole-là pour pouvoir même s'assurer de s'asseoir sur leur chaise. Et quand on regarde un peu ce qui est arrivé au Tchad avec le maréchal Déby, quand on voit un peu ce qui est arrivé en Guinée, quand on voit un peu ce qui est arrivé au Mali, il y a lieu de se demander, est-ce que la France est prête à vouloir véritablement changer sa façon de faire la politique à travers le monde? Parce que cette façon de faire la politique l'a amené à rater un contrat avec l'Australie où il a été décalé par les États-Unis d'Amérique. Et cela a choqué les Français et ils ont fait pratiquement une semaine de boutade pour trouver cela comme inamical, irrespectueux et tous les mots que vous connaissez en matière diplomatique. Vous avez vu aussi comment la situation diplomatique est détériorée entre l'Algérie et la France du fait simplement des propos jugés condescendants du président français vis-à-vis de l'Algérie. Vous avez vu aussi ce qui s'est passé au Mali par rapport à cette question sécuritaire où l'État malien, parce que tout simplement il a décidé de vouloir changer sa politique publique, comment il était traité, les mots qui ont été utilisés. Et le président français a estimé même que c'était honteux les propos qui ont été tenus par Dr Chagoual Maïga, qui est premier ministre de son pays, en estimant que quelqu'un qui n'est même pas un gouvernement, qui n'est même pas légitime, en quoi est-ce que lui, il a le droit de juger de la légitimité d'un responsable politique d'un autre pays souverain qui était à la tribune des Nations Unies au nom de son pays? Vous voyez un peu jusque-là la mentalité coloniale, donc condescendante, qui prédomine dans le comportement donc, du gouvernement français, particulièrement du président Macron. Cela doit changer parce que tout simplement, s'il persiste, il risque d'être un pays totalement isolé parce qu'aujourd'hui, les Américains ne font que des offensives, les Chinois ne font que des offensives, les Turcs ne font que des offensives et l'Allemagne est là comme la force tranquille parce que c'est la première économie en fait de l'Europe. Et si la France continue à avoir cette attitude condescendante visant une exploitation éhontée des ressources minières et pétrolières, et j'allais dire même des ressources tout court des pays anciennement colonisés par elle, elle risque d'être, disons, une puissance décadente. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez en termes d'économie, c'est pratiquement les pays francophones qui sont les plus pauvres en Afrique. C'est le cas du Gabon, par exemple. Aujourd'hui, le Gabon a enclenché un processus d'évolution vers le Commonwealth parce que tout simplement, ils estiment, sur la base de l'appréciation de leurs intérêts, qu'ils ne s'en sortent pas par rapport à la politique française. Imaginez l'argent que nous dépensons dans nos porte-monnaies. Sur chaque 100 francs, c'est comme si tu auras travaillé pour 50 francs pour un Français. Est-ce que ça peut continuer cela? Le compte d'opération, le compte de péréquation, tout ça là, les dépôts légaux, les couvertures, l'absence de parité entre notre monnaie
et, disons, les devises internationales. Nous n'existons pas. Nous n'existons qu'à travers la France. Est-ce que cela peut continuer? Est-ce que vous pensez qu'un pays comme le Nigeria, qui est une puissance en Afrique, comme le Ghana ici à côté, ou comme l'Afrique du Sud, ou comme même l'Égypte, pourrait accepter une telle situation? Donc voilà un peu comment ça se passe. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui admettre que la France électrifiée à plus de 90% par l'uranium nigérien et qu'au Niger, 90% de la population n'ont pas accès à l'électricité? C'est quand même des aberrations. Donc il faut que cela s'arrête. Aujourd'hui, le monde a évolué. Les enfants ont des connaissances. Et l'accès à la connaissance est aujourd'hui démocratique. Donc on ne peut pas continuer à gérer les populations, les communautés, les États comme si on était dans les années 1900. Et c'est pourquoi je m'interroge sur quelle est la jeunesse qui est partie et quelle est sa force de frappe. S'agit-il des dillalais, excusez-moi des termes, de la France qui sont partis là-bas pour écouter le Messie et venir maintenant diffuser le message, ou bien alors c'est des vrais, en tout cas acteurs de la société civile qui sont partis en France pour dire en face au président français, voilà les préoccupations des Africains et voilà les changements substantiels que nous souhaiterions voir observer dans la conduite de la politique française dans nos pays. Parce que tout l'enjeu se situe à ce niveau-là. Toute autre chose, ça serait juste du blabla, quoi.